l'astre du jour qui répand sa chaleur, les sapins verts dont la montagne est pleine sont ton ouvrage, ô divin Créateur. Humble mortel devant l'œuvre sublime, à l'horizon quand le soleil descend, ma faible voix s'élève de l'abîme, monte vers toi, Dieu Tout-Puissant. Nous certifions à tous qu'il appartiendra que Nicolas Gamache nous a bien et fidèlement servi en qualité de chasseur durant plusieurs années. Nous lui avons permis de se retirer sur son habitation ou ailleurs qu'il trouvera bon être. Certifions en outre qu'il nous a donné beaucoup de satisfaction de son zèle et de sa fidélité. Intendant Talon, à Québec, ce 9 novembre 1672. Il y a 325 ans, les rives du Saint-Laurent étaient entièrement recouvertes d'épaisses forêts. L'intendant Talon, qui voulait développer le territoire de la Nouvelle-France, fait une distribution de terrain à des personnes qui étaient auparavant établies à Québec, sur la côte de Beaupré ou à l'île d'Orléans. Le 3 novembre 1672, il concède à Geneviève de Chavigny, veuve de Robert Amiot, 1 lieue de terre, à prendre sur le Saint-Laurent depuis le Petit Cap, déjà appelé Cap Saint-Ignace par les missionnaires jésuites. Ce sera la seigneurie Vincelotte. Le même jour, il concède à Nicolas Gamache et à Louis Gagné 1 demi-lieue de terre à prendre sur le fleuve Saint-Laurent depuis la concession faite à Geneviève de Chavigny. Ce même jour, il concède également à Guillaume Fournier 30 arpents de front sur 2 lieues de profondeur, tenant d'un côté aux sieurs de l'Espinay et de l'autre côté aux terres non concédées. Ce sera le fief de la Pointe-aux-Foins. D'autres concessions seront faites 3 années plus tard par le gouverneur Frontenac, qui accorde alors à Louis Gagné une nouvelle terre de 10 arpents. 2 années plus tard, soit le 12 mai 1677, Frontenac cède enfin une lisière de terrain de 5 arpents, sise entre le domaine de Louis Gagné et celui de la Pointe-aux-Foins, appartenant à Guillaume Fournier. Cette terre deviendra la terre des Lemieux. La concession que fera Frontenac à René Lepage de l'île d'Orléans viendra compléter ce qui constitue le territoire actuel de Cap Saint-Ignace. Ce sera le fief de Sainte-Claire. Les propriétaires de ces domaines ont le titre de seigneur et de seigneuresse. Ils ont comme premier devoir de recruter des colons pour défricher les terres qui leur ont été concédées. Il y a tout lieu de croire que les premiers colons venus s'établir sur ces rives furent les seigneurs Nicolas Gamache et Louis Gagné. Des documents d'époque attestent en effet que dès 1672, ils étaient déjà à l'œuvre pour développer les territoires qui leur avaient été concédés. Pour sa part, c'est par l'intermédiaire de censitaires que la seigneuresse Geneviève de Chavigny va procéder au développement de sa propre seigneurie. Aussi, dès le 5 février 1673, elle signe, dans sa maison de Québec, devant le notaire Romain Becquet, 2 contrats de concession, l'un avec Jacques Bernier, l'autre avec Pierre Richard. En vue d'assurer le développement de l'ensemble de son territoire, elle conclura 3 autres contrats de ce type, soit le 19 avril 1673 et le 9 avril 1674 avec Nicolas Bouchard et le 4 juin 1675 avec Jean Gaudreau. Les propriétaires de seigneuries bénéficiaient de droits importants.
ils avaient aussi des devoirs envers l'État, mais également à l'égard de leurs censitaires qui, eux, avaient comme principale obligation d'habiter et de mettre en valeur la terre qui leur avait été concédée. Il devait aussi payer chaque année 12 livres de rente au seigneur, lui remettre 6 chapons, de même que 2 sols de sens par arpent qui leur avaient été concédés. Ils avaient encore l'obligation de faire moudre leurs grains au moulin banal, de conserver le bois de chêne, propre à la construction de vaisseaux, enfin de clore le devant de leur terre en y laissant un espace pour un chemin de passage de 18 pieds de largeur. Les censitaires avaient cependant la possibilité de vendre et d'échanger des parties de ces terres. C'est ainsi que le 24 septembre 1692, Guillaume le Lièvre, censitaire de la seigneurie Vincelotte, échangera avec Pierre Bernier une terre de 2 arpents qu'il avait acquise 10 ans auparavant. Parmi les devoirs qui étaient dévolus au seigneur, il y avait celui de fournir un moulin à farine aux censitaires qui devaient, sous peine d'amende, y faire moudre leurs grains. Voilà pourquoi Robert Amiot, qui avait succédé à Geneviève de Chavigny, dont il était le fils, fit construire en 1690 le moulin, connu encore aujourd'hui sous le nom de Vincelotte. Ce moulin, situé à proximité du fleuve, était à 10 arpents du manoir et de ses diverses dépendances. C'est principalement à la culture du blé que s'adonnaient les premiers colons de Cap-Saint-Ignace. Un recensement fait en 1688 informe, entre autres, que les habitants des seigneuries Vincelotte et Gagné recueillaient à ce moment 4 fois plus de blé que ceux de Beaumont, même si ces derniers exploitaient des superficies beaucoup plus vastes. Mais avant de cultiver le blé, il fallait d'abord commencer par abattre les arbres, les couper à une certaine longueur pour pouvoir les transporter et mettre en tas les branches pour les faire brûler. Tout ce travail se faisait avec une instrumentation fort réduite. Mais la vie s'organisait peu à peu. Un recensement fait à l'été de 1681 indique que la communauté naissante comptait alors 54 personnes, réparties dans 7 familles qui habitaient les seigneuries Gamache, Gagné et Vincelotte. Le besoin d'avoir un lieu spécifique pour le culte commençait à se faire sentir. Jusqu'au moment où on érigera une première chapelle, toutes les célébrations avaient lieu dans la maison de Jacques Bernier, alors censitaire de la seigneurie Vincelotte, avant de devenir lui-même, en 1683, seigneur de la Pointe-aux-Foins. C'est en 1683 qu'on construisit, près de la borne qui séparait les seigneuries Gamache et Vincelotte, une chapelle de 40 pieds sur 25, couverte de planches embouffetées. Le 3 octobre 1700, Monseigneur de Saint-Vallier procédera à l'érection canonique de la paroisse qui sera mise sous le patronage de Saint-Ignace. Le 23 janvier 1701, on procédera à l'installation officielle du premier curé, M. l'abbé Louis Mathieu. Jusqu'à cette date, le service religieux était assuré par des missionnaires qui desservaient toute la côte depuis Rivière-du-Loup jusqu'à Berthier. Dès septembre 1701, le curé Mathieu quitte la paroisse. Jusqu'en 1722, 4 pères récollets et 5 prêtres séculiers vont se succéder à la cure de Cap-Saint-Ignace. C'est sous le mandat de l'abbé Pierre Leclerc, qui sera curé de 1714 à 1722, que l'on érigera, à proximité de la première chapelle de bois, une nouvelle église, qui sera de pierre et que l'on croyait plus solide. Mais, dès 1744, elle s'écroulera avec la côte en raison de l'érosion provoquée par l'action des grandes marées.
Après l'effondrement de la deuxième église, le choix d'un lieu de culte fut un objet de vive dissension entre les habitants des seigneuries Vincelotte et Gamache. Successivement et parfois de façon concomitante, le manoir Gamache, construit en 1744, et un presbytère érigé près du manoir Vincelotte en 1747 ont servi de lieu de culte et de résidence pour les prêtres qui assuraient ce service. En 1750, des habitants de la seigneurie Vincelotte entreprirent même la construction d'une église dont les fondations sont demeurées inachevées en raison des menaces d'excommunication faites par Monseigneur Briand. Ces menaces ayant fait céder les résistances, l'évêque émit enfin une ordonnance fixant le site où devait être construite l'église, soit à proximité ouest de la seigneurie Vincelotte, endroit où est située l'église actuelle. Cette église fut ouverte au culte en 1773. Elle sera allongée 2 fois, soit en 1824 et en 1854, et sera finalement démolie en 1881 pour faire place à un nouvel édifice qui sera détruit par le feu en 1890 et remplacé par l'église actuelle construite en 1891. Tout au cours de cette période, la population augmentait toujours, faisant naître de nouveaux besoins, dont celui de l'instruction. Jusqu'au moment de l'établissement de la loi de l'institution royale en 1801, il n'y avait pas d'école à Cap-Saint-Ignace. C'étaient habituellement les mères de famille qui enseignaient les rudiments de la lecture et de l'écriture à leurs enfants. Il y avait aussi des maîtres itinérants qui parcouraient la côte sud et qui, moyennant une certaine rétribution, assuraient l'enseignement de la grammaire et de l'arithmétique à des personnes souhaitant se prévaloir de ces services. Les curés, pour leur part, prenaient parfois en charge l'instruction de jeunes garçons qui avaient des aptitudes particulières pour l'étude. À compter de 1802, cependant, la paroisse pourra embaucher un professeur nommé et payé par le gouvernement. Monsieur Michel Perrault de Cap-Saint-Ignace sera le premier à exercer cette charge, ce qu'il fera jusqu'en 1824. Mais les services d'un seul professeur se sont avérés très vite insuffisants pour répondre aux besoins croissants de la population. Il fallut songer à aménager des écoles. Une loi adoptée en 1829, la loi des syndics, donna la possibilité d'ouvrir une première école. À la faveur de la même loi, on put également retenir les services de quelques enseignants et enseignantes et ouvrir d'autres écoles. En 1877, il y a déjà 8 écoles sur le territoire de Cap-Saint-Ignace. Depuis 1845, ces écoles étaient régies par une commission scolaire dont le curé Joseph-Napoléon Sirois sera le président de 1877 à 1911. Au cours de cette période, les écoles se sont multipliées. Ce sont les écoles de rang qu'on a connues jusqu'au début des années 60. J'ai un beau château, ma tante ira lire. J'ai un beau château, ma tante ira lire l'eau. 3 fois passera, la dernière est la dernière. 3 fois passera, la dernière y restera. Monseigneur Sirois estime en outre important d'ériger un couvent qui, sous la responsabilité des religieuses, dispenserait l'enseignement à des élèves internes aussi bien qu'à des externes, et ce couvent fut construit en 1894. Il fut rasé par le feu en 1908, puis reconstruit en 1909. Les Sœurs de la Charité de Québec, assistées de quelques laïcs, y ont assuré l'enseignement aux filles et aux garçons jusqu'en 1963.
J'ai un beau château, ma tante relire. J'ai un beau château, ma tante relire. J'en ai un plus beau, ma tante relire. J'en ai un plus beau, ma tante. L'édifice, qui a servi par la suite de centre d'accueil, vient d'être aménagé en appartement locatif pour des personnes autonomes du troisième âge. Il porte maintenant le nom de résidence Marcel Mallet, en mémoire de la fondatrice des Sœurs de la Charité de Québec. À compter de 1920, la population de Cap-Saint-Ignace a aussi bénéficié des services des frères maristes, établis dans un collège situé à proximité de l'église. On y a donné l'enseignement aux garçons jusqu'au moment de la réforme scolaire des années 60. C'est en 1963 que sera construite l'école qui, aujourd'hui encore, dispense l'enseignement à l'ensemble des jeunes du primaire. Cette école porte le nom de Monseigneur Sirois, pour souligner la contribution de celui qui a été curé de la paroisse pendant 43 ans, président de la première commission scolaire et fondateur du couvent. Le régime seigneurial qui avait présidé au développement de la colonie naissante, ayant été aboli par le gouvernement en 1854, est remplacé par un régime dit des municipalités, sanctionné par une loi en 1855. Cette loi établissait qu'une municipalité devait être gérée par un conseil composé d'un maire et de 6 conseillers choisis par les citoyens de la municipalité. C'est Louis Fortin qui deviendra en 1855 le premier maire de Cap-Saint-Ignace. Ce régime municipal, qui prévaut encore aujourd'hui, permit aux citoyennes et aux citoyens de Cap-Saint-Ignace de se doter, par l'intermédiaire de leurs élus, de multiples services, dont, entre autres, l'ouverture de rues et de chemins. C'est au cours de la seconde moitié du 19e siècle que fut aussi inaugurée la ligne de chemin de fer qui assurera le service entre Québec et Rivière-du-Loup et traversera Cap-Saint-Ignace d'ouest en est. La gare fut construite en 1887 pour assurer le service aux voyageurs. D'autres services publics furent par la suite établis. Par exemple, à compter de 1894, des trottoirs de bois dans la rue Jacob, dans la route de la station et dans la partie ouest du faubourg. Dès l'automne 1904, installation d'un système d'aqueduc. À compter de 1910, établissement d'un service d'incendie. En 1922, installation de poteaux pour la distribution de l'électricité. Jusqu'à la fin du régime seigneurial, en 1854, c'est autour du moulin à farine que s'est organisée pour une large part la vie sociale et industrieuse des habitants de Cap-Saint-Ignace. C'est ainsi qu'en 1823, Lucie Riverain et Antoine Gabriel Clavet, alors propriétaires de la seigneurie Vincelotte, font construire sur le bras Saint-Nicolas un moulin à eau qui va bientôt remplacer le moulin à vent, ayant servi jusqu'à ce jour à la mouture des grains apportés par les censitaires. Ce moulin à eau sera en opération jusqu'en 1951. Le dernier meunier sera M. Auguste Ouellette. En plus de l'appareillage requis pour moudre les grains, ce moulin était équipé de machines à carder et à fouler. D'autres types de moulins vont peu à peu faire leur apparition. Il s'agit surtout de moulins à scie qui vont, d'une façon toute particulière, contribuer au développement et au rayonnement de la municipalité. Léandre Méthode, qui a été maire de Cap-Saint-Ignace de 1878 à 1881, a été un artisan important de ce développement. Après avoir tenu avec son épouse Marie-Catherine Thibault un magasin général qui lui avait permis d'accumuler un petit capital, il loua à bon compte du gouvernement des espaces de forêt qu'il commença à exploiter pour le commerce du bois. Le succès ne tarda pas à arriver. Le recensement de 1861 nous apprend qu'il possédait à ce moment un magasin et 3 moulins à scie. En 1871, il disposait de 1895 arpents de terre, 11 maisons, 8 granges,
7 voitures d'été et d'hiver, 90 chariots et charrettes, une machine à battre et 10 charrues. Une bonne partie du bois qui provenait de ces forêts était exportée vers l'Angleterre. Les bateaux qui assuraient le transport du bois prenaient à ce moment plusieurs semaines pour traverser l'océan. C'est pourquoi Léandre Méthode crut nécessaire de construire sa propre flotte de bateaux. On vit donc s'établir en 1860 à Cap-Saint-Ignace 2 chantiers maritimes, l'un à L'Anse-Agile, l'autre à 2000 à l'ouest de l'église, près de l'ancien quai que l'on a désigné sous le nom de Méthode, puis de Price. Une dizaine de navires, briques ou brigantines, furent construits en quelques années. Le succès de Léandre Méthode fut cependant de courte durée. Quelques-uns de ces navires périrent en mer, puis vint la concurrence des bateaux à vapeur plus rapides et plus puissants. L'armateur se vit contraint de liquider plusieurs de ces bateaux. Au moment de sa mort, en 1881, son entreprise passa aux mains de la compagnie Price Brothers. Le seul bien que put sauver Elzéar, un des fils de Léandre Méthode, fut un lopin de terre contigu à un moulin à feu, où il établit dès 1881 une manufacture de lainage. Située près du bras Saint-Nicolas, l'entreprise prit le nom de Manufacture de laine de Cap-Saint-Ignace. Au tout début, la filature cardait, surtout la laine, apportée par les éleveurs de moutons de la région. On y filait aussi au rouet et on y tissait de la grosse étoffe sur des métiers manuels. En dépit des incendies en 1902, en 1907, puis en 1935, l'entreprise a poursuivi ses opérations jusque dans les années 1980. La famille Méthode en a assuré la direction jusqu'en 1959, pour ensuite céder ses droits à 2 autres propriétaires, la compagnie LaSalle Blanket, puis la société Veilleux et Fils. De 1881 à 1987, des gens de Cap-Saint-Ignace y ont été employés aux travaux de filage, de cardage, de tissage, d'assemblage, ceci avec des moyens toujours de plus en plus mécanisés. Avec le XXe siècle, Cap-Saint-Ignace est donc entré peu à peu dans l'ère de la modernité. Au cours des ans, la vocation agricole de Cap-Saint-Ignace s'est toujours maintenue. Les conditions d'exploitation ont cependant été grandement modifiées, surtout depuis les années 30. Si la plupart des opérations se faisaient jusqu'alors de façon manuelle et avec l'aide des chevaux et des bœufs, elles s'effectuent de nos jours avec un appareillage de plus en plus sophistiqué. Le tracteur a remplacé l'animal et pallié en outre l'insuffisance d'une main-d'œuvre de plus en plus réduite. On retrouve moins de fermes, mais elles sont en moyenne plus grandes qu'elles ne l'étaient au début du siècle. Bon nombre d'entre elles, d'ailleurs, se sont donné une vocation plus spécialisée. L'industrie de l'érable, qui depuis le début du XVIIIe siècle a toujours constitué une ressource importante pour la population, a modifié peu à peu ses méthodes de production et a connu un développement considérable au cours des 20 dernières années.
Au printemps, de nombreuses fêtes des sucres font la joie des jeunes et des moins jeunes. La culture des fraises fait aussi la réputation de Cap-Saint-Ignace. On vient de partout pour s'approvisionner de ce fruit odorant qu'on apprête par la suite de multiples façons pour le plus grand plaisir de ceux et de celles qui en font la dégustation. L'industrie de la pomme a connu elle aussi une grande expansion. Plusieurs pommeraies offrent présentement une diversité d'espèces dont la qualité et la saveur sont reconnues bien au-delà des limites de Cap-Saint-Ignace. Des serres fort bien équipées assurent la production de tomates qu'on peut se procurer pendant toute l'année dans plusieurs marchés d'alimentation de la région. Les forêts, qui recouvrent encore 65% du territoire, en constituent également une richesse importante. L'érable rouge et l'érable à sucre sont les espèces que l'on retrouve en plus grand nombre. Les terres à bois sont actuellement exploitées par des producteurs privés qui s'adonnent principalement à la vente du bois de chauffage, mais parfois aussi à celle du bois d'œuvre. Ces forêts sont par ailleurs l'habitat d'une faune qui attire à l'automne des sportives et des sportifs qui viennent y chasser le chevreuil, l'orignal et la perdrix. La chasse la plus populaire demeure cependant celle aux canards et aux outardes, et aussi celle aux oies blanches, pratiquée par les Amérindiens avant même l'arrivée des premiers colons. Au fil des ans, les battures de Cap-Saint-Ignace sont devenues un endroit de prédilection pour les oiseaux migrateurs, une halte où ils refont leurs forces durant leur périple vers le nord ou le sud. Compte tenu de l'importance de cette activité, une fête annuelle permet depuis 1971 de souligner l'ouverture de la chasse et de célébrer Saint-Hubert, patron des chasseurs. Cette fête, qui a toujours lieu le premier dimanche de septembre, attire de nombreux visiteurs. Elle est marquée par diverses manifestations, dont la plus importante est la messe de la Saint-Hubert, célébrée au son des grandes orgues et des corps de chasse. Riche de son histoire et de son patrimoine, la population de Cap-Saint-Ignace poursuit toujours sa quête de développement et de progrès. Ces institutions sont bien vivantes. La Caisse populaire, entre autres, en est un pivot actif et dynamique. Créée en 1934, elle a d'abord offert ses services parallèlement avec une succursale de la Banque nationale, dont M. Henri Michon fut le gérant durant 45 ans. Cette succursale, fondée en 1910, a cessé ses activités à Cap-Saint-Ignace en décembre 1980. En ce qui a trait à la Caisse, elle marque chaque année des progrès importants, dont témoignent, entre autres, ses rapports annuels. De nouvelles entreprises ont d'ailleurs pris racine, faisant le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Les mérites de ces entreprises sont actuellement reconnus dans la région et à l'extérieur, comme en témoignent les prix attribués à l'automne 1996 par la Corporation du développement économique de la MRC de Montmagny, par exemple à la Plume d'Oie, édition concept, comme jeune entreprise, et à la fonderie Paber, aluminium de moulage, comme industrie de 50 employés ou moins. Les salons d'horticulture tenus à l'automne de 1995 et 1996 ont d'ailleurs été l'occasion de connaître des personnes qui contribuent à la valorisation de nos richesses naturelles. De nombreux artistes, artisanes et artisans font preuve d'une créativité sans cesse renouvelée.
L'atelier aménagé par les menuisiers Fortin, père et fils, en représente un témoin éloquent qui fait l'admiration des personnes qui ont eu l'occasion de le voir en opération. La vaillance est donc toujours bien vivante et demeure ouverte pour de nouveaux défis que les jeunes se préparent déjà à relever, tout en demeurant fidèles aux valeurs promues par leurs ancêtres. Je crois en toi, maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Dieu tout-puissant qui fit la créature, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté. Dans les sillons creusés par la charrue, quand vient le temps, je jette à larges mains le pur froment qui pousse en herbe drue, l'épi bientôt va sortir de ce grain. Et si parfois la grêle ou la tempête sur ma moisson s'abat comme un fléau contre le ciel, loin de lever la tête, le front courbé, je pleure le Très-Haut. Je crois en toi, maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Dieu tout-puissant qui fit la créature, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté, je crois en ta grandeur, je crois